tu t'engages pas, tu t'es personnellement impliqué pour aider ces familles d'arrivants juifs russes en Israël. Voilà, je les appelle comme ça pour faire plaisir à notre camarade qui n'aime pas la terminologie. Donc tu t'es impliqué donc pour Bon, je vais vous raconter. Voilà. Et alors ça c'est, je crois, un des aspects les plus compliqués de ton livre et de ta vie. Alors bah écoute là, vas-y. Bon, je vais vous raconter ce Voilà. qui s'est passé. J'ai appris un jour, quand j'étais à Paris, par un ami journaliste arabe, parisien, qu'il y avait des juifs russes, hein, dans la terminologie acceptée ici, qui s'étaient réfugiés en Hollande et cachés dans une église. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors attends, je te coupe. Ils s'étaient réfugiés en Hollande, mais ils n'étaient jamais allés en Israël ou ils étaient remontés? Là c'est compliqué, d'accord. Laisse-moi raconter. Je suis en France. Je suis revenue avec mes reportages, j'ai commencé à voir que finalement c'est pas si simple que ça pour les Russes, mais globalement j'ai fait mon article. Et j'apprends à Paris que des Russes d'Israël sont en Hollande et se cachent dans des églises où ils demandent l'asile. Oh, je croyais que c'était un truc du Moyen-Âge, moi, l'asile. Et le gars me dit, le journaliste me dit, oui, c'est un copain à moi qui vient de faire tomber la dépêche d'un journal arabe à Londres. Il a interviewé un Russe. Il y a des Russes qui ont quitté Israël, qui ont demandé l'asile à la Hollande. La Hollande ne veut pas leur donner l'asile, donc ils se cachent dans une église. Et il dit, c'est pour moi. Je prends la bagnole et je vais en Hollande. Je trouve, parce que je suis assez débrouillard pour trouver les bonnes pistes, je trouve le lieu où sont rassemblés ces juifs, ils étaient quelques centaines, dans un petit village à côté du côté d'Eindhoven, dans un petit village, à l'extérieur d'un petit village, où il y a une espèce de camp de requérants d'asile. Je me présente à ce camp et je me fais raconter leur épopée par des dizaines de juifs qui ont quitté, qui se sont évadés d'Israël. Je veux dire évadés. C'est-à-dire que ils sont partis de l'Union soviétique, ceux-là d'Ukraine, ceux-là d'Ouzbékistan, ceux-là de Russie, ceux-là de... Ils sont partis. Ils sont arrivés en Israël. Ils ont compris que jamais ils ne s'intégreraient. Ceux-là n'avaient pas de problème de travail. C'est-à-dire que ceux que j'ai rencontrés étaient des gens qui, en arrivant, ont trouvé du travail. Il y en a qui travaillaient dans le bâtiment, qui est ingénieur du bâtiment, dans le bâtiment en Israël, il y a toujours du boulot. Il y en a un autre, il était chauffeur routier, chauffeur de poids lourd, il y a toujours du boulot pour ces gens-là. Bon. Donc, je rencontre plusieurs familles de gens qui ont dit qu'arrivés en Israël, ils ont trouvé du travail, mais ils sont arrivés en Israël avec une épouse non juive, donc leurs enfants ne sont pas juifs, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je n'avais pas perçu ça quand j'étais là-bas, puisque ceux que je rencontrais, de tout venant, c'était pas ça. Mais ces gens-là ont compris qu'ils ne pourraient jamais être intégrés en Israël, et ils ont vu la sortie du pays comme la seule issue pour garder leur famille. En Russie, ils étaient russes, ils étaient juifs comme papa. Ils arrivent en Israël, ils sont goy comme maman. Si le mariage mixte s'est fait dans l'autre sens, c'est pas le même problème. D'accord? La nationalité en Russie se passe par le père, et en Israël par la mère. Donc quand le père est juif et que la mère est non juive, c'est inextricable. Ces gens-là n'avaient aucune chance de s'intégrer en Israël. Ça a été d'abord je sais qu'on peine à croire ce truc-là, mais je l'ai tellement entendu. Attendez, je l'ai tellement entendu et les gosses en question me l'ont raconté. C'est bon là. On déculottait les enfants dans les écoles pour montrer aux autres la honte de ce que c'était que des zizis pas circoncis. Après, les enfants pas circoncis se faisaient casser la gueule. Ils ne voulaient plus aller à l'école. En Israël? En Israël. Les parents allaient voir le directeur de l'école en disant « Qu'est-ce que vous voulez? Ben nous, les enfants ici, ils sont très sensibles, on ne peut pas leur imposer des trucs comme ça. » C'est-à-dire que les gosses qui n'étaient pas circoncis ne voulaient plus aller à l'école. On en fait quoi? Et la mère, vous avez un truc en Israël, votre nationalité est inscrite sur votre carte d'identité. Juif en Israël, c'est une nationalité. Arabe, c'est une nationalité. Donc vous êtes juif ou arabe, ou pour les nouveaux arrivants, ben, s'ils sont juifs, ils sont juifs, et s'ils ne le sont pas, ils sont russes. Et mon amie Sveta, elle est arrivée là-bas, son mari est beaucoup plus juif que lui, au niveau du nom, du tout, et elle, sur sa carte d'identité, elle est marquée russe. Ben, allez chercher du travail. Allez chercher du travail. Il n'y avait pas moyen. Et quand elle a appris qu'on déculottait son gamin à l'école,
attendez, ils ont dit, on ne peut pas rester ici. Et il y a eu un affolement généralisé chez tous ces couples mixtes, et il y en avait beaucoup. Ils avaient peur, de nouveau, pour leurs femmes et pour leurs enfants. Ils ont vécu. Oui. Mais là, c'était tout à fait réel. Alors là, vraiment, là, les témoignages que j'ai reçus là-dessus, c'est infernal. C'est infernal. Il y a eu un garçon que j'appelle Ivan dans ce livre, que vraiment, c'est ceux que j'ai connus le mieux. Enfin bon, je les ai mis à l'abri en France. Enfin, j'ai raconté ça. Je suis la seule personne de ma génération qui a sauvé des juifs. Hein. Ceux qui voudront me traiter d'antisémite, il va falloir qu'ils me rendent des comptes. Parce que moi, j'ai risqué 2 ans de tôle, 200 000 francs d'amende à l'époque. Par tête de pipe, j'en ai fait rentrer 20 clandestinement. Bon. Et je sais bien que c'est parce qu'ils étaient juifs qu'ils souffraient, hein, clairement. J'ai vraiment aidé des juifs et ils le savent. Hein. Ils le savent très bien. Donc, celui que j'appelle Ivan, il était... Alors lui, il a vraiment souffert d'antisémitisme quand il était en Union soviétique. Vraiment, vraiment, vraiment. Il en a pris plein la gueule. En plus de ça, bon, il a appris la lutte, il est devenu boxeur. Donc, quand on venait l'embêter, bing, bing, il envoyait des coups de poing. Et puis, à 4 contre 1, il disait, il nous a agressés et tout. Il a vraiment, vraiment souffert de l'antisémitisme. C'est pas uniquement pour lui que ses parents sont partis, mais ça y a contribué. Quand il est arrivé en Israël, il avait un nom, alors vraiment juif à couper au couteau, que je vous dirai pas. Et au moment de... Donc il s'est fait intégrer dans un kibbutz, ça marchait bien pour lui, et puis il a commencé, comme il était très très bon en lutte, il est rentré dans des clubs, et puis quand il s'est agi de le faire monter en compétition, on lui a demandé sa carte d'identité. Mais il mettait... Ben, t'as un nom juif, mais t'es pas juif. Ben non, parce qu'il avait le nom de son papa, mais il avait la non-judéité de sa maman. Ben il dit, et alors? Ah ben... Ça se passe pas comme ça. Tu vas pas pouvoir. De toute façon, tu n'es pas circoncis. Ben, il dit, ben non. Ben, il dit, mais tu plaisantes. On va pas te prendre en compétition si tu n'es pas circoncis. Alors, avec le nom que tu portes, bon, ça va pouvoir passer. Mais la circoncision, mon garçon, il faut y aller. Alors, on te prévient, il n'y a pas un rabbin qui te fera ça de complaisance. Alors, il y a une pièce là-bas, on te donne de quoi, tu te le fais. Quand il est rentré à la maison, le père a dit, on fout le camp. On sort d'ici. On s'en va. On s'en va. Et moi, j'ai vu des mères qui m'ont dit, on m'a demandé de justifier auprès de mes enfants que j'allais les circoncire, je ne vois pas comment je pouvais leur justifier ça. Je ne vois pas comment je pouvais leur expliquer ça. Et ces gens-là sont partis. Le problème, c'était que pour partir, il fallait payer. Ils ont réalisé, quand ils ont commencé à vouloir partir, que tout l'argent qu'on leur avait donné, en arrivant en Israël, ils avaient signé un papier disant que ils ne pourraient ressortir que quand ils auraient tout remboursé. Et comment vous faites pour rembourser une somme d'argent avec laquelle vous avez vécu à 5-6 personnes pendant 1 an? C'était impossible, ils étaient piégés. Ils étaient piégés. Il y a des rumeurs qui ont traversé toutes ces familles. On leur a dit un jour, il y a un gars qui avait passé une annonce dans le journal qui disait « Visa pour le Canada ». Il y avait la queue. C'était un gars qui s'appelait, qu'est-ce qu'on a dit, Stipanov, c'est ça? Je n'ai pas souvenir. Mais... Il y avait des publicités qui passaient qui disaient Stipanov aide Israël et Israël aide Stipanov. Non, c'est pas ça. Le gars avait son bureau dans les locaux d'El Al, de l'immeuble d'El Al. Bon, c'est pas dans les locaux, mais disons dans l'immeuble. Hein. Il avait ses c'est quoi cet immeuble-là? Éclaire-nous. C'est un immeuble dans lequel, comme tu as le tour de la Défense avec les oui, d'accord. Donc, voilà. Donc un immeuble en plein cœur de Tel Aviv, oui, voilà. Et il avait son bureau. Et les gens arrivaient voir ce gars-là, et il y avait au mur une photo de lui avec le Premier ministre, qui se serrait la main. Et il y avait un truc, Israël Stipanov, Stipanov aide Israël. Bon, le gars disait, je peux obtenir des visas pour aller au Canada. Donc ces Russes sont allés le voir en disant, mais pourquoi le Canada? Nous on a essayé. Il dit, mais moi c'est parce que moi j'ai le bras long, je connais des gens, je peux vous arranger ça. Il a plumé des milliers de gens, il est parti avec des millions. Un jour il a fermé boutique, on connaissait son nom, il avait loué son truc dans un immeuble au vu au-dessus de tout le monde, on ne l'a jamais rattrapé. Et tous ces malheureux, c'était saigné, ils lui ont donné du fric, mais c'est absolument insensé. Donc tous ces gens qui voulaient partir, ils étaient prêts à partir à n'importe quel prix.
à n'importe quel prix. Ce sont des parents qui ont décidé de partir. Individuellement, je ne sais pas si ça se serait passé comme ça. Mais vraiment, vous avez des pères de famille, des mères de famille qui disent on ne va pas imposer ça à nos enfants. C'est impossible, on ne s'intégrera jamais, on ne deviendra jamais juif comme ils l'entendent. Donc il faut s'en aller, on ne circoncira pas nos enfants. De toute façon, Boris me disait, au moment où la malheureuse Sveta, quand elle est arrivée là, elle a commencé à développer un stress tel qu'elle est devenue cardiaque. Alors on lui a dit, bah, écoutez madame, c'est pas difficile, beaucoup de repos. C'est quoi beaucoup de repos? C'est quoi beaucoup de repos? Oui, dans des situations. Non mais c'est dingue quoi, c'est complètement fou. Donc elle avait, elle était en danger de mort, elle était en danger de mort. Donc Boris a dit on emmène tout le monde, on prend les garçons, on prend la femme, et des dizaines de familles ont fait ça. Si je peux me permettre, mais comment ils y arrivent? Parce que tu dis qu'ils ont des dettes à rembourser qu'ils ne peuvent pas Alors, rembourser, ils payent un passeur qui ne les fait pas passer, alors comment ils s'échappent là, Alors, voilà, si tu peux... Oui, j'ai compris. Alors il y a des choses qu'ils disent à mot couvert, et qui permettent de comprendre ce qu'ils disent pas. La dette la plus énorme, alors bon, ils gagnaient leur vie, alors il y en a pour sortir, ils m'ont raconté pendant 6 mois, on a vécu avec du thé et des biscuits. C'est-à-dire que tout l'argent qu'ils gagnaient en travaillant jour et nuit, ils mettaient tout de côté pour payer la sortie. Le truc pour sortir consistait à faire effacer la dette à la banque des immigrants. Il y avait une banque des immigrants, et la banque Edoud. Tous leurs avoirs étaient là et la dette qu'ils devaient rembourser devait passer par cette banque. Et ils ont trouvé le moyen de payer des gens qui leur ont effacé la dette d'un coup de crayon. Ce qui veut dire que vous ne faites pas ça sans les autorités, vous ne faites pas ça sans les... C'est... Vraiment, il y avait le système D, quoi. Tu payes un gars suffisamment grassement et il va t'annuler ta dette. Un type au placé dans la banque. Ou un type qui a une autorité. Bon. Et en plus de ça, ils ont fait tous cette même chose. Donc ça me semble à peu près évident qu'il y avait un... Le truc a été fait. Il y a un piège qui s'est fait dans lequel ils sont tombés à plusieurs dizaines. Parce qu'ils ont tous fait le même truc, quoi. Donc ils travaillaient, ils vendaient tout ce qu'ils avaient, parce qu'ils étaient arrivés avec leurs meubles, ils sont arrivés avec des véritables déménagements. Donc moi j'ai vu des Russes vendre dans la rue, tout venant, je vous dis, tout ce qu'ils pouvaient pour accumuler de l'argent. Et ensuite, à un moment donné, ils ont trouvé par miracle, et moi j'ai bien compris que ce n'était pas par miracle, des faux visas, des faux passeports, des faux machins chouettes, et ils sont ressortis d'Israël, persuadés qu'ils avaient, alors pour eux c'était vraiment la liberté, ils étaient persuadés qu'ils avaient trouvé la sortie alors qu'en fait tombaient dans une nouvelle nasse, et ils ont refait le chemin inverse en passant par des pays des pays de l'Est, des pays de l'ex-bloc soviétique. C'est en quelle année que ça s'est effondré? C'est au même moment. Donc ils sont repartis, ils ont pris l'avion pour je sais pas où, et puis après des autocars, des autobus, ils sont arrivés en Hollande. Oh, ils ont dit ça y est, c'est la liberté. Parce qu'une information était venue jusqu'à eux que la Hollande allait ouvrir des conditions d'immigration pour des familles communes, pour des familles mixtes. Ils sont vraiment tombés dans un traquenard. Donc ils sont arrivés comme ça en Hollande, ils sont arrivés dans ce camp à plusieurs dizaines. Je crois qu'au bout du compte, comme il y avait plusieurs camps, ils ont dû tomber comme ça à plusieurs centaines. Et les Hollandais les laissaient rentrer en disant bienvenue. Ils leur donnaient une chambre, de quoi vivre. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Boris et Sveta avaient envoyé leur grand garçon, là, que j'appelle Ivan, ils l'avaient envoyé en éclaireur, donc Ivan est arrivé le premier, il a dit c'est vachement bien, la Hollande ils sont sympas, ils aiment bien les juifs, venez, donc ils sont arrivés, ils sont installés, et puis là ils ont commencé à faire des démarches pour obtenir l'asile, parce que ça ne suffit pas, vous êtes arrivés là, si vous voulez vous refaire une vie, c'est-à-dire trouver un travail, bon. Et quand ils ont été suffisamment nombreux, un jour les autorités hollandaises les ont tous rassemblés, ils ont dit voilà, nous allons tenter avec vous une expérience de procédure accélérée. On vous prévient que la procédure, de toute façon, il y a une seule issue, vous serez tous renvoyés en Israël. Tous. Ils ont dit quoi? Alors, ça tombe le masque là. Oui. Tombe le masque. Mais pourquoi? Ah ben écoutez, pourquoi? Peu importe, Israël vous réclame. Vous serez tous renvoyés en Israël. Et c'est le cas? Je raconte la suite. Hurlement de ces familles, parce que c'est vraiment tombé de carré de pencil là. Attendez, vous quittez
l'Union soviétique en décomposition, où vous criez mort aux juifs, vous arrivez en Israël, on vous dit mort aux goy, et vous arrivez jusqu'en Hollande, où on vous dit... Un retour... Ils devenaient fous, là, ils devenaient fous. Alors, ils ont fait grève de la faim, ils ont alerté des nains, et de fil en aiguille, ils se sont réfugiés dans une église, parce qu'il y a des Russes orthodoxes qui sont venus les voir. Il y a des Russes orthodoxes en Hollande qui sont venus les voir et qui pouvaient s'adresser à eux en russe et qui leur ont proposé leur aide et qui leur ont dit que par les chrétiens ils pourraient obtenir une solidarité et ils ont obtenu de pouvoir se réfugier dans une église. Bon. Il y a des gens qui sont venus les voir en leur disant allez, ça va s'arranger, vous pouvez sortir de l'église, revenez, ça s'arrange, on négocie et tout. Donc ils sont sortis de l'église. Et entre le moment où ils étaient sortis de l'église et le moment où j'ai débarqué, il y en avait un qui avait donné une interview à un journal arabe, à qui il avait dit moi, s'il y a un pays arabe qui veut bien me donner l'asile, je préfère aller vivre dans un pays arabe, et ce sera volontiers, plutôt que de retourner vivre en Israël. Leur position, c'était tout sauf Israël. On ira vivre où vous voulez, juste pas en Israël. Et ils étaient absolument fermes là-dessus. Il y en avait même qui disaient qu'ils étaient prêts à se suicider, enfin suicide collectif pour ne pas y retourner, enfin c'était vraiment de la folie. Donc ce Igor, il s'appelait, celui qui avait donné l'interview à ce journal arabe en disant « Moi je demande l'asile à un pays arabe, le premier pays arabe qui veut me donner l'asile, pour moi, ma femme, ma fille et ma mère et ma belle-mère, parce que c'était des gens qui se rendaient compte. Il y avait deux babouchkas qui avaient passé 70 ans, il y avait lui et sa femme et leur petite jeune fille, ils étaient 5 à ne pas savoir où se poser. Ils disaient, mais un pays arabe qui veut de nous, je veux bien. Et c'est comme ça que l'information était passée de ce journal arabe chez ce copain arabe à Paris et qui me dit que voilà ce qui se passe, il y a des juifs dans des églises. Voilà, bon. Donc j'arrive en Hollande, je prends la voiture, j'arrive en Hollande, je les rencontre à ce moment-là. Et ils disent, on nous a dit que la situation allait s'arranger, c'est pour ça qu'on est sorti des églises. Ils avaient même acheté des chaînes et des cadenas pour s'enchaîner aux grilles du truc, pour éviter ce qu'ils appelaient la déportation, c'est-à-dire le retour forcé vers Israël. Et pour eux, il n'en était pas question. Donc ils m'ont raconté toutes ces histoires, c'est là que j'ai compris que c'était absolument infernal. J'avais pas perçu ça quand j'étais là-bas, j'avais pas du tout perçu ça, d'abord parce qu'en une quinzaine de jours de reportage, même acharné comme je suis allé chercher l'information, j'avais pas réussi à percevoir des choses aussi dramatiques, mais là j'en avais un concentré, ils étaient vraiment plusieurs dizaines, et ils me regardaient avec un air complètement affolé en disant qu'est-ce qu'on va devenir, c'était des gens qui n'avaient plus rien. Ils avaient tout leur avoir dans 2 sacs. Et ils disaient, on ne demande pas grand-chose, on veut juste pas retourner en Israël. Mais n'importe où, mais pas en Israël. Et ils en avaient une espèce de rage, vraiment là, de rage de ce qu'ils avaient vécu. Ils disaient, mais enfin, on a des droits quand même. Et alors, je leur avais dit, mais pourquoi pas retourner en Russie? Ils ne pouvaient pas. Ils avaient renoncé à leur citoyenneté russe, soviétique. Et de toute façon, l'Empire soviétique s'étant effondré, ils allaient retourner vers quoi? Ils allaient retourner vers quoi? Ils allaient quitter un pays en décomposition, non, mais disons en effondrement. Il y a eu un effondrement soviétique, maintenant ça s'est apparemment largement rétabli, mais ils étaient précisément dans la période de chaos où la montée des oligarques, comme on dit. C'est exactement ça, la montée des oligarques, les fortunes trop vite faites, la violence urbaine, enfin ils ne pouvaient pas. Et ils avaient renoncé à leur citoyenneté originelle. Donc ils avaient une seule revendication, c'est donnez-nous l'asile où vous voulez, mais pas en Israël. Et alors ils ne comprenaient pas également, et moi je leur ai expliqué à partir de ce que je savais, ils n'arrivaient pas à comprendre comment ils avaient pu tomber dans un tel piège. Et on a compris après, je vais vous raconter la suite, vous allez comprendre l'intérêt de ce piège. Pourquoi est-ce qu'on les a laissés sortir, pourquoi est-ce qu'on les a ramenés. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé 2 jours avec eux, je les ai interviewés, j'ai passé 2 jours d'une émotion, c'était insupportable, quoi, parce que c'était des gens qui avaient à peu près mon âge, certains un peu plus âgés, certains un peu plus jeunes, la plupart des enfants, quand t'es là, auraient pu être les miens, enfin j'avais une sympathie, une empathie pour eux, c'était insurmontable, quoi, c'était irrépressible, Bon, j'ai compris que quelque chose dans ma vie venait de changer, quoi. Il y a des rencontres qui sont vraiment des tournants.
Tu leur parlais en hébreu, en anglais? Alors je leur parlais en hébreu, je leur parlais en hébreu. Oui. Bah oui, parce qu'ils arrivaient d'Israël. Ouais, ouais. Puis alors pour inspirer confiance à des gens qui quittent Israël, quand on est soi-même française, qu'on parle hébreu et qu'on assure qu'on n'est pas juif mais qu'on n'a rien contre, etc., il a fallu quand même que je développe ce que je suis. Hein. Il a fallu vraiment que... Parce qu'ils ne voulaient pas me parler au début. Les femmes disaient, qu'est-ce que c'est que cette nana? Elle parle hébreu, elle... Ouais. Donc, de toute façon, c'était suspect. Hein. Ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix, de toute façon. Donc je les ai quittés, après avoir passé 2 jours avec eux, le week-end, et le lundi matin, chez moi, j'ouvre la radio, et j'apprends qu'ils ont tous été envoyés en Israël. La police est arrivée dans le camp à 6h du matin. Tu le racontes, ça, je crois. C'est une sorte de rafle. Ils ont été raflés. Ils ont été raflés. La police est arrivée, alors ils m'ont raconté, je vais vous raconter comment je le sais. D'abord parce que je les ai retrouvés, je suis retourné en Israël les chercher, et qu'ils n'ont pas tous été raflés le même jour. Donc j'ai pu retourner chercher les rescapés. Et j'ai fait 4 voyages. Ah mais attends, tu veux dire que... Hop, et puis... Je vous raconte le truc. La police est arrivée à ouais. 6h du matin dans le camp. Ils ont cerné le camp avec des chiens et des hommes armés et des autobus tout autour. Ils sont allés les tirer du lit en les tirant par les pieds, à coups de matraque. Vous avez un quart d'heure, vous rassemblez vos affaires, ça va pas assez vite, on les attrape, on les met dans le sac. Coups de baffe et tout, y compris les vieilles. C'était des hurlements, des hurlements. En une demi-heure de temps, ils ont vidé le camp, mais ils avaient les noms de tout le monde. C'est-à-dire qu'ils avaient fait ce qu'ils avaient appelé la procédure accélérée. Tous ceux dont la procédure était pour eux terminée, ça pouvait être que refus d'asile, on les avait ramassés. Bon. Les fameux Boris Sveta et leur fils n'ont pas fait partie, c'est-à-dire qu'ils sont montés. Alors, comment ça s'est passé? Ils ont été rassemblés dans le couloir. Du couloir, on les a poussés en bas du truc. Il y avait des autobus, on les a bourrés dans les autobus. Oui, la rafle. La rafle dans les autobus. Il y en a un, pour ne pas se faire rafler, il a sauté par la fenêtre, il s'est cassé la colonne vertébrale. Ils sont allés le menotter par terre, sa femme hurlait. Les enfants, c'est effroyable, effroyable. Les vieilles, je les ai revues après, les vieilles, elles me racontaient, elles prenaient des battes dans la figure. Allez, on avance. La rafle, dans des autobus, et sortis de l'autobus, ils m'ont dit, on est sortis de l'autobus, on n'a pas touché terre, c'est-à-dire qu'ils sortaient de l'autobus, ils étaient pris à droite et à gauche jusqu'à la passerelle de l'avion, on les a montés dans l'avion, et l'avion a décollé. Mais avant que l'avion décolle, Boris et Sveta ont été redescendus. Alors, d'une part, on leur a dit que leur procédure n'était pas terminée, mais comme l'idée c'était de les renvoyer là-bas, ils auraient pu aussi bien rester. Mais en fait, j'ai compris ce qui se passait. Ils ont appris que Sveta, le gosse criait « Laissez maman prendre ses médicaments, laissez maman prendre ses médicaments ». Ils ont compris que c'était pas du pipeau, qu'elle avait effectivement, elle était traitée pour des problèmes cardiaques. Et ils n'ont pas voulu amener un cadavre en Israël. Donc ils l'ont laissé redescendre. Avec tous ses bagages à l'intérieur. Son sac. Le sac est resté dans l'avion. Le sac est resté dans l'avion. Donc ils sont descendus, l'avion est parti, et c'est là qu'intervient l'intérêt du truc. En Israël, toutes les caméras, toutes les télévisions étaient là pour les filmer. Ahuri de pleurs, de larmes. Il y a un type, il est sorti en slip. Il a été pris en slip. Il est ressorti en slip. C'était à Noël, 91. Sa femme en nuisette, enroublée dans une couverture avec les gosses, ahurie de larmes. Et le truc, c'était, voilà ce qui vous attend si vous repartez. Et tout le monde a compris le message. Oui, d'accord. Même ça sert d'exemple. Voilà. Tout le monde Il y a un message. Donc ce que j'ai fait moi, pour parler de moi dans ce truc-là, quand j'ai appris par la radio, c'était des gens avec qui j'avais passé 2 jours au bord des larmes à partager leur détresse et tout. Je téléphone au centre, et c'est là que j'apprends qu'ils n'étaient pas tous partis, et que parmi ceux que j'avais interrogés, il y en avait plusieurs qui étaient encore là. Et j'aurais dit, bougez pas, je viens vous chercher. J'ai mis sur pied un réseau de solidarité avec des amis, on va les chercher. On va les chercher. Donc on a fait un premier voyage. Après on a fait un deuxième voyage. Et après, alors Boris et Sveta, ils avaient pas, comme elle était en danger, ils ne l'avaient pas remise dans le même centre.
Donc, en sortant de l'avion, ils n'étaient pas retournés dans ce centre-là. Et eux, ils avaient un problème en plus, c'est que leur fameux grand-fils, qui était parti le premier pour leur baliser le voyage, l'administration du camp l'avait chassé du camp. Parce qu'un jour, il n'était pas content, il avait vu la façon dont il parlait à son père ou à sa mère. Enfin, lui, c'était un grand boxeur. Il a voulu défendre sa maman et ils l'ont chassé du camp. Donc ce garçon avait 19 ans. Il avait des parents derrière lui. Son père, sa mère et son petit frère qui n'avaient plus de nationalité, qui n'avaient plus de domicile, qui n'avaient plus rien. Et il était chassé du camp. Il n'y avait même pas une adresse où il pourrait se joindre. Et ils les ont séparés. Et moi, ça m'a été raconté par ceux que je suis allée chercher, donc que j'ai mis à l'abri en France. Et ils m'ont dit, mais Boris et Sveta, ils ont pu leur fils et ils sont en danger et ils vont probablement être raflés aussi. Donc il y avait tout un réseau, il y avait quand même des gens, je vous dis, des Russes orthodoxes qui les avaient aidés. J'avais un numéro de téléphone. Donc j'ai téléphoné et j'ai dit, dites à Boris qu'il appelle tel numéro en France. Donc ils se sont connectés et là, ils lui ont dit, bah, tu te souviens, Marion, la fille qui était venue, là, bah, elle nous a fait rentrer en France. Et elle veut venir te chercher. Alors il a dit, bah, ok, quoi. Et j'ai refait un voyage. Épique. Épique. Puis après, je suis allé en Israël pour retrouver les autres. Et puis je raconte tout ça là-dedans. Et puis ça méritait bien les menaces de mort quand même. Parce que des antisémites comme moi, écoutez, je vais vous raconter. J'ai dit un truc, j'ai fait une conférence un jour à Genève pour raconter, non pas ces choses-là, parce que c'était avant la déportation, mais pour raconter toute cette souffrance de ces Russes. Parce que vraiment, si, je pouvais raconter la déportation, si, à ce moment-là, si. Donc je suis allée à Genève, invitée par des amis genevois, des amis suisses partisans c'est à la fois des associations juives et arabes qui luttent pour la résolution du problème au Moyen-Orient. Enfin, bon, j'ai des amis un peu partout dans cette mouvance. Donc ils m'avaient invité à Genève et j'ai fait une conférence et là j'ai des sionistes, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, qui sont venus m'insulter publiquement en me disant qu'est-ce que c'est que cette compassion suspecte. C'est-à-dire le fait que moi, non-juive, je me défonce comme ça pour sauver les juifs. C'est une compassion suspecte. C'est-à-dire que moi, comme non-juif, j'ai droit à un seul truc, c'est à être antisémite. Mais prendre des risques comme j'ai fait pour mettre à l'abri des juifs, ça c'est pas. D'accord. Voilà. Voilà la suite de l'histoire. Qui sont devenus les gens que vous avez aidés? Alors, il y en a qui sont toujours là et qui vont bien. Les enfants toujours là, c'est-à-dire toujours en France. Bon. En France. Alors, ceux qui sont retournés en Israël, j'ai réussi. Alors, il y avait, je commence 20 fois la même phrase et puis bon, je vous raconte l'histoire de la belle Yulia. Il y avait une petite jeune fille qui était d'une beauté telle que ses parents sont partis parce qu'ils ont dit elle met le pied dans la rue et elle est macro qui là. Voilà. Elle avait une destinée, cette gamine, c'était de faire la pute. Vraiment, et c'était le joyau, le fruit de l'amour tardif de parents qui. Et elle a fait partie, c'était elle qui avait ses deux grands-mères également dans la rafle. Elle a été raflée, ils m'ont cassé le pouce, je crois. Donc quand je suis retournée en Israël pour chercher les autres, j'ai vu Igor, j'ai vu sa femme, enfin, je les ai vus, sauve notre fille, sauve notre fille, sauve notre fille. Qu'est-ce que je peux faire? Alors je suis passée par, je vous dirai pas quoi, par la débrouillardise. J'ai réussi à trouver quelqu'un de sympa à l'ambassade, à qui j'ai raconté le truc. C'est-à-dire quelqu'un de sympa à l'ambassade, c'est quelqu'un qui ne soit pas binational. C'est difficile, c'est pas facile. Et il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je lui dis, trouvez une place au père, je m'en débrouille. Il me faut un visa pour venir apprendre le français pour une jeune fille. Il me dit, je m'en occupe. Et il a fait. Et vive la France. Vive la France. Là, vraiment, j'aime autant vous dire que moi qui avais craché sur la France pendant des années, j'ai commencé vraiment mais ça fait mentir le discours gauchiste selon lequel la France est épouvantable. Oh non, c'est honteux. C'est honteux de dire des choses comme ça. Donc, j'ai téléphoné à sa maman. Sa maman m'envoyait des lettres en me disant « Sauve ma fille, sauve ma fille ». Donc, je lui ai téléphoné un jour. Je lui ai dit « Allez, envoie. » J'avais même trouvé, je crois, de quoi lui payer le billet. Enfin, je m'étais débrouillée. J'avais trouvé une famille au père à Paris. Et puis après, ce que ses parents ont fait pour pouvoir la rejoindre, alors après je sais pas.
après je sais pas, mais c'est forcément pas droit. Il n'y avait pas moyen de sortir. Hein. Bon. Après, les relations qu'ils avaient avec ceux qui étaient restés en Russie, je ne veux pas le savoir, je me doute bien qu'ils ne sont pas allés en me disant, ben voilà, on voudrait prendre un billet. Je ne veux pas le savoir et je m'en fous. Mais j'ai réopéré le sauvetage du père et des deux grands-mères, parce qu'ils sont repassés en Belgique. Je suis allée les chercher dans un couvent, en fait. Eh bien, madame, et puis je les ai fait pour repasser. ces actes d'amour, moi je vous applaudis. Et je suis allée, donc, Julia, ben, elle s'est intégrée. Quoi. Puis après, les parents, puis après, je les ai perdus de vue. Puis après, je me suis occupée de mes fesses, parce que si vous saviez tout ce qui m'est tombé dessus pour avoir fait ça, vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer la haine que j'ai déclenchée. Oui. Et j'ai jamais retrouvé de travail, nulle part. Et les ennuis que tu aurais pu avoir. Ouais. Mais j'ai écrit un article dans Égalité et Réconciliation. Et à la fin de cet article, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a besoin de se demander si j'ai fait ça parce qu'ils étaient juifs ou qu'ils ne l'étaient pas? C'est parce que c'était eux et parce que c'était moi. Donc je serai éternellement attachée à un humanisme authentique qui me colle à la peau et dont je n'ai pas du tout envie de me défaire. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de ces familles juives. Tu reprends là, on va... Entendu, Marion. On reprend la suite. Entendu. Alors je les ai perdus de vue, ils sont venus chez moi, et puis maintenant je pense qu'ils vont bien, j'espère. Mais il y en a qui m'ont trahi, qui m'ont fait les poches, il y a de tout. C'est pas parce que quelqu'un souffre qu'il devient... Oui, la nature humaine est effroyablement complexe. Les premiers que j'ai sauvés m'ont fait les tiroirs, m'ont piqué mon pognon. Ça peut arriver aussi. Bon voilà, c'est comme ça. L'humain, voilà, on est humaniste parfois contre l'humain. Alors, il faut à un moment donné, dans cette conférence, poser le problème évidemment des relations avec la question arabe-palestinienne, quoi, parce qu'elle est on ne peut plus importante. Alors, quel a été l'impact de cette alia massive de Russes, enfin de Juifs russes, enfin venant du RSS, pardon, sur les Palestiniens, sur les Arabes de l'État d'Israël et sur les Arabes des territoires, qui ne sont pas exactement les mêmes. Voilà. Voilà. Les Arabes des territoires. Les territoires, c'est la Cisjordanie et Gaza, c'est-à-dire les territoires à la fois occupés d'une part, mais disputés sur le plan international. C'est-à-dire que la communauté internationale ne reconnaît pas la souveraineté d'Israël sur les territoires occupés. L'impact de l'arrivée des Russes a été beaucoup moins dramatique que prévu. Parce que les Russes n'ont pas voulu aller occuper les territoires. Quand ils sont arrivés, on leur dit, vous voulez une maison de 130 mètres carrés avec une terrasse au nord, une terrasse au sud, un petit bout de jardin, un machin, un autobus qui va vous prendre les enfants, qui les emmène à l'école, etc. C'est gratuit. Ils ont dit non. Les Russes n'ont pas voulu aller dans les territoires. Alors, qui n'est pas voulu y aller pour des raisons politiques ou pour des raisons de bon sens, c'est le résultat. Les raisons politiques auraient pu être qu'ils ne voulaient pas aller dans un truc disputé, c'était frappé au coin du bon sens. À partir du moment où ils savent que les terrains sont disputés, ils se disent, un jour il va y avoir un accord, et on va nous dire, vous êtes installés là gratuitement, vous êtes bien gentils, vous rendez et vous repartez. Voilà. Donc c'était à la fois peut-être politique, mais beaucoup de bon sens, et c'était des gens qui n'avaient pas du tout envie d'aller vivre derrière des barbelés et des sacs de sable. Parce que les colonies, quand même, quand vous arrivez dans un coin, vous mettez tous les Arabes dehors, vous vous installez, il faut des miradors, et puis ils se sont dit, non, on n'est pas venu pour vivre comme ça. On n'est pas venu pour vivre comme ça. Et vraiment, les Russes ont fait une résistance. Comme personne ne les obligeait à y aller, on ne peut pas dire qu'on les a obligés à y aller, ils ont fait de la résistance simplement à la propagande, d'abord parce qu'ils avaient peut-être compris qu'on leur montait d'une part. Ils s'étaient déconnectés de la matrice. Voilà, et ils n'ont pas voulu aller dans les territoires. Donc je pense, au niveau des Arabes, c'est pas les Arabes, les Palestiniens des territoires qui ont plus souffert, par contre les Arabes israéliens. Il est bien évident que là où il y avait de l'emploi, à partir du moment où ça a été effroyable, effroyable. Mais ça ne s'est pas du tout, pour autant que j'ai vu quand j'étais là-bas, je ne sais pas comment ça a évolué depuis, mais moi ce que j'ai vu, puis je connais bien la communauté arabe en Israël, alors vraiment, je connais bien Israël, je connais bien les Juifs, je connais bien les Arabes, je connais bien les Russes, enfin vraiment, j'avais beaucoup d'amis là-bas, puis je suis très liante, donc on m'invite facilement, je rentre dans la vie des gens assez facilement. Donc je peux dire que pour ce qui concerne les relations entre les Juifs, entre les Russes et les Arabes, contrairement à toute attente, ça s'est
très bien passé. Oui, on le sent, cette salle Ça s'est très bien passé. Mm. Pourquoi? Parce que les Arabes, quand ils ont vu arriver ces envahisseurs, ils ont serré les fesses, ils ont dit ils vont tout nous prendre. Et ils sont tombés sur des juifs qui n'étaient pas racistes. Du tout. Igor raconte, il trouve un boulot de je sais pas trop quoi, il copine avec un arabe, il dit viens chez moi ce soir. Et l'arabe il dit mais je peux? Bah, il dit bah. Les Russes tombaient des nues quand on leur disait qu'on ne se mélangeait pas entre juifs et arabes. Ils disaient mais pourquoi pas? Ils ne comprenaient pas, ils étaient rien moins que racistes. Et ils trouvaient les Arabes vachement sympas, et les Arabes étaient d'autant plus sympas qu'ils n'avaient pas l'habitude qu'on traite comme ça, donc ils étaient sympas en surmultiplié, quoi. Donc les Russes et les Arabes ont sympathisé. Et ils sympathisaient, il y avait une raison supplémentaire, c'est que les Arabes étant plus pauvres, la vie est un petit peu moins chère pour tout un tas de raisons dans les localités arabes, et les Russes disent bah, c'est là qu'il faut aller vivre. Alors les Arabes ils disaient mais ils viennent vivre au milieu, vous avez pas peur? Mais ils disent peur de quoi? C'est comme moi quand j'arrivais là-bas, on me disait mais t'as pas peur des Arabes? Je dis bon, j'ai peur. Parce que j'étais pas dans la paranoïa ambiante. Eh bien les Russes, quand ils sont arrivés là-bas, ils n'étaient pas dans la paranoïa ambiante. Et ça s'est remarquablement passé avec les Arabes, partout où ils ont pu copiner. Mais ça s'est retourné contre eux. Notamment Igor, il m'a dit que quand ses voisins ont vu qu'il avait ramené un Arabe, ils l'ont menacé de mort. Tu vas pas nous ramener des terroristes dans le village quand même. Donc la situation des Arabes à l'intérieur a été sur le plan économique dramatique. Je ne sais pas comment c'est devenu maintenant. De toute façon là-bas je trouve que tous les jours c'est pire que la veille. Mais sur le plan des relations ça a été l'inverse. Et alors c'est là que j'ai raconté ça dans la vidéo. D'une autre conférence. Ouais, j'ai fait une vidéo sur ce livre. Juste une vidéo, c'était pas une conférence. Et je disais que, et ça c'est absolument authentique, hein, je vous le livre comme authentique, mes amis palestiniens me disaient qu'est-ce que tu nous bassines toujours à faire une différence entre juifs et sionistes? Nous on sait bien que c'est pareil. Mais je dis moi je sais bien que c'est pas pareil. Bah un juif qui n'est pas sioniste c'est quoi? Exemple. Mais je dis un russe c'est quoi? Bah je lui dis ils sont juifs ou ils sont pas juifs? Bah oui, bah alors? Ah bah ouais, ils sont pas sionistes. Ah bah je lui dis tu vois la différence. C'est la rupture de paradigme, là. On est dans la révolution épistémologique, voilà. Pour parler les grands mots, là, il y a une rupture de... Un juif, c'est pas un sioniste, de logiciel, ça n'a rien à dire. voir. Ça n'a rien à voir. D'accord, Marie. Alors comment ça s'est terminé alors oui, après je sais pas comment ça a pu se terminer au niveau des Russes et des Arabes. Moi j'ai vu vraiment des élans de solidarité, des trucs vraiment qui me faisaient comprendre que de toute façon s'ils voulaient, enfin je veux dire, s'il y avait une volonté véritable de cohabitation, ça pourrait parfaitement se faire, quoi. Mais ça ne peut se faire que si on arrête cette paranoïa, cet entretien de la peur de l'autre qui est savamment... le cerveau global de la... Voilà, savamment entretenu, quoi. J'ai vu des trucs très sympas. D'ailleurs, j'ai un copain avocat palestinien à qui j'ai dit à un moment donné, viens m'aider, parce que quand j'essayais de faire sortir ceux qui avaient été déportés, c'est leur mot, hein, déportés, on a été déportés, ils disaient, c'était la déportation. J'avais demandé à un copain palestinien de m'aider, et il était avocat, il m'a dit, j'ai jamais vu une détresse pareille. Et un Palestinien qui vous dit qu'il n'a jamais vu ça, quand vous connaissez la détresse des Palestiniens, il en faut. Il m'a dit, j'ai jamais vu ça. C'est insupportable. Et en fait, ce qui était insupportable, c'était le déracinement. Le déracinement fait du malheur quelque chose d'inextricable, d'abominable, c'est le superlatif. Les Palestiniens, ils souffrent, mais ils sont chez eux. Ils sont chez eux, ils ont leur réseau de solidarité. Ce qu'on disait tout à l'heure également sur la brusque chute de niveau de vie des natifs, ils ont une brusque chute de niveau de vie, mais ils sont entre eux. Quelque chose, hein. Ils ont leur lien, ils sont chez eux, ils se sentent chez eux. Ça fait la différence. Alors voilà. Que le déracinement, le déracinement, c'est fou. Et même culturel et quelque chose. Ouais, d'accord. Bien Marion. Alors j'avais deux questions qui suivaient, j'ai à un moment donné, mais on va peut-être les traiter en même temps, ça va être un peu ironique. Je voulais qu'on parle un peu du rôle tenu par les banques, mais tu as un peu répondu, et du rôle tenu par la gauche israélienne. Alors quel rapport entre les banques et la gauche? Apparemment aucun, mais bon, on va traiter les deux questions en même temps, parce que apparemment les banques ont eu un rôle
assez particulier vis-à-vis des immigrants russes, et puis la gauche israélienne a eu un rôle assez particulier, assez ambigu aussi, j'ai cru comprendre. Donc voilà, si tu peux nous éclairer sur ces deux questions. Les banques, non. La banque, oui, la banque Edoud, oui, j'ai bien vu qu'il y avait une banque qui avait été... alors, j'avais jamais entendu parler de cette banque à ce moment-là. Avant cet épisode-là, c'était vraiment la banque des immigrants qui faisait des prêts à taux hypothécaires, à des taux défiant toute concurrence, et qui en fait, accumulait de la dette que les immigrants ne pourraient jamais rembourser, et qui ont accepté, moyennant certaines irrégularités, comme vous avez compris, de l'effacer pour certaines conditions. Mais même ça, c'était prévu, puisque... vraisemblablement. Enfin, voilà, mais il y a un certain... comment il s'appelait, c'était pas Igor, c'était, enfin bon, peu importe, un de mes poussins, je les appelle mes poussins, mes protégés, m'a raconté qu'il a dit, bon ben moi je vais rembourser, voilà, moi je vais rembourser. Donc il travaille, je lui dis, il mettait la femme et les enfants, ils avaient 3 gosses. Ils travaillaient jour et nuit, c'est eux qui ils se nourrissaient de thé sucré et de petits gâteaux, ils travaillaient jour et nuit. Quand il y a eu la guerre du Golfe, quand il y avait les Scuds qui étaient envoyés là, ils étaient terrorisés, ils continuaient de travailler. De la bougie, c'est fou quoi. Et donc il était allé voir la banque Edoud et il leur demande combien je vous dois. Combien je dois encore. Alors on lui dit, là à l'heure actuelle, 8900 shekels. Et il rentre à la maison, travaille. Il retourne avec ses 8700. Non, la dette est passée à 22 000. Hein? C'est le taux d'intérêt. Ah bah attendez, vous remboursez en shekel, moi je vous dis, le shekel c'est déprécié par rapport au dollar. Non mais attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc un rôle pas très positif, non, on va dire ça comme ça. Non, mais c'est un euphémisme. Non, mais attends, bon, moi j'ai compris un truc. Quand les Juifs sont rentrés, quand les déportés sont rentrés en Israël, il y a eu deux occasions de le dire, hein, de gens, d'Israéliens vraiment de conscience. Quand les déportés sont arrivés de Eindhoven, et quelques années avant, quand le Premier ministre triomphal a dit qu'il avait obtenu que l'Allemagne cesserait de faire tout ce mal aux Juifs en leur donnant l'asile. Hein, parce que l'Allemagne voulait bien donner l'asile à des Juifs et on lui a sommé de ne pas le faire. Et le Premier ministre avait estimé que c'était une infamie. Il y a quand même une figure de l'opposition israélienne qui dit « Il est maintenant clair que, contrairement à ce qu'on nous a dit, le sionisme n'est pas au service des Juifs, mais les Juifs sont au service du sionisme. » Et si vous me demandez ce que j'en pense, ça fait belle lurette que c'est très exactement mon opinion. D'accord. Est-ce que ça répond à la question sur la gauche, puisque tu dis un Alors, opposant, voilà, ça peut peut-être... Non, je pense que la gauche a été... J'ai essayé de rencontrer, comme j'avais un peu mes entrées à la Knesset, puisque je vous dis en Israël, j'étais à peu près chez moi partout. J'ai essayé de faire parler des gens de gauche de la possibilité d'arrêter cette alia. Puisque avec mon ami qui voulait, d'origine irakienne, qui voulait arrêter le truc, j'ai rencontré des tas de gens et j'ai essayé de les faire parler. Il n'y avait pas moyen. Il n'y avait pas moyen. Les plus à gauche de la gauche m'ont dit, on peut faire mieux, il faut préserver les droits des Palestiniens, il faut faire la paix, mais on ne peut pas arrêter. On ne peut pas arrêter l'immigration. Mais je dis, mais attendez, il y a ça, il y a ça. Oui, mais si c'est nous qui sommes au pouvoir, on le fera mieux. C'est-à-dire que j'ai trouvé personne à gauche, bon à droite ils étaient triomphants, puisque c'était ça qu'ils voulaient, j'ai trouvé personne à gauche qui me dise autre chose que c'est inhumain de le faire comme ça, c'est pas bien de le faire comme ça, il faudrait le faire autrement. Mais il faut le faire quand même. La gauche, c'est le système à visage humain, quoi, si je peux me permettre la petite plaisanterie. Le système à visage humain. Pardon, jamais voulu. Et j'ai même un ami, d'ailleurs, je l'ai revu encore il y a quelques années, hein, un type vachement sympa qui est député d'un parti de Ratz, enfin bon. Des gens que je connais depuis des années. Il se considère, lui, comme à la gauche du spectre de la Knesset. Ah, il m'a dit non, voilà tout ce qu'il faut faire pour les... Mais arrêtez, non. Mais enfin, Marion, bon. J'ai dit, même toi. Bah enfin, quoi? Oui, on ne remet pas en question... On ne remet pas en question le fait qu'on va amener des Juifs. C'est pas possible, c'est pas possible. On va le faire mieux, on va le faire moins mal, on va le faire plus doucement, mais on ne le remettra pas en question. Il n'y a pas eu moyen. Et moi j'ai trouvé, alors bon, ça maintenant, tout le monde a le droit d'être imbécile, hein, dans l'opposition comme dans le gouvernement. J'ai trouvé des gens qui me disaient, qui tenaient un langage qui voulait radical dans la critique,
Et au dernier moment, quand il s'agissait, je lui dis, mais regarde par exemple, tous ces couples mixtes, lui il disait, il y a qu'à donner la possibilité d'être juif à ceux qui le demandent. Je lui dis, mais ceux qui ne le demandent pas. Ben, comment ça, ceux qui ne le demandent pas? Je lui dis, oui, par exemple, mes amis, Boris et Sveta, elle était chrétienne, mais elle allait à la messe. Elle allait à la messe, quand elle est arrivée en Israël, elle cherchait l'église. La pauvre. Il n'y en a pas. Il y en a. Si, il y en a. Mais tu arrives là-bas, tu vas pas demander le chemin de l'église, tu suis les Arabes qui y vont. Donc tu vas te faire mélanger tout de suite. D'accord. J'ai perdu le fil de ce que je voulais raconter. Non, la gauche. Oui, donc je dis à ce était... type qui m'explique, il me dit, mais ils n'ont qu'à. Moi je suis pour donner un certificat de judéité à ceux qui le demandent. Mais je lui dis, attends, moi je te donne un exemple très précis. Je lui donne l'exemple de Boris et Sveta. Je lui dis, Boris, il est juif. Ils sont fous comme de l'an 40, mais c'est marqué sur sa carte d'identité, il ne peut pas y échapper. Ils sont fous. Elle est orthodoxe, elle y croit. Non mais oh, je lui dis, mais c'est quoi? Ils veulent bien leur donner des possibilités de devenir juifs, mais pas de leur donner des droits s'ils ne veulent pas. En plus de ça, ils n'y arriveront pas à leur donner une fausse judéité, parce qu'il y a un rabbinat au bout du compte qui verrouille les trucs. Mais c'est pas ça que je veux dire. Je dis, même dans ses rêves les plus libéraux, il veut bien concevoir que ceux qui ne sont pas juifs pourront devenir juifs, ce qui est d'une extrême libéralité, mais que ceux qui ne le sont pas, donc à foutre le camp, mais s'ils sont mariés avec des gens qui oui, évidemment, ouais, ça c'est le problème, il revient toujours dans le livre. Ouais, il revient toujours dans le livre. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et en fait, moi je sais que c'est pas de la méchanceté, c'est pas non plus de la... Je les connais bien, les Israéliens quand même. C'est une incapacité de raisonner au cœur de leurs contradictions. Un cerveau global qui prend les gens et dont ils n'arrivent pas à se déconnecter. Ils sont pas méchants, et c'est vraiment des gens qui sont capables de tendre la main, d'être sympas et tout. Enfin, je veux dire, ce que dit Bernard Lazare d'ailleurs. Ouais. Vraiment des gens sympas, mais il y a des trucs à propos de leur pseudo-idéal commun, en tout cas de cette espèce de folie, comment on pourrait appeler ça? Il y a des choses qui... D'enfermement. Conceptuel et... Ils ne peuvent pas en sortir. Et c'est pour ça que je ne suis pas optimiste pour eux. Parce que vraiment, j'ai trouvé tellement d'Israéliens sympas, tellement d'Israéliens ouverts, que je me suis dit, bon, mais ils finiront par comprendre. Et c'est moi qui finis par comprendre que même s'ils comprennent, ils ne passeront pas le pas. Ils ont une espèce d'attachement au paradigme dont ils ne peuvent pas se défaire. Et il y en a qui arrivent à s'en défaire, dans ce cas-là, ils s'en vont. Mais alors, c'est eux qui viennent les déraciner. Et leur rêve, c'était justement d'arrêter d'être déracinés et de s'enraciner. Ils n'ont pas envie. Moi, j'ai une copine qui m'a dit, j'ai pas envie de redevenir déraciné. Moi, j'ai pas envie de revenir un juif errant. Bien, on est chez nous ici. Bah, j'ai dit oui, mais il y a du monde autour. Hein. Ouais. Donc c'est pour ça que je vous dis, là, bon, à l'heure actuelle, je vois pas... On a un peu l'impression qu'il y a quelque chose d'insoluble, plus ou moins. Bah, la façon dont ça a tourné, oui. C'est pas... La façon dont ça a tourné, oui. Pendant longtemps, j'ai cru que ça allait pouvoir s'arranger. Là, attends, on va voir, le monde n'est pas fini. Oui. Il peut encore arriver des miracles, là, les savoir. Mais je le sens pas, quoi. Et vraiment, j'ai vu l'horreur du truc. Il n'y avait pas moyen d'obtenir des Israéliens des élans de solidarité vis-à-vis des Russes. Il n'y avait pas moyen. C'était les traîtres, quoi. Ils auraient dû dire merci, tomber à genoux et rendre grâce de la bonté qu'on avait eue de les faire venir là, alors que pour eux, c'était l'enfer. L'enfer. J'espère que ça s'est arrangé. Oui, le réel doit se soumettre à l'idéologie, et ouais. Ça c'est jamais bon. Au contraire, c'est la pensée qui doit se soumettre au réel. Mais... Je vais peut-être dire quelque chose. J'avais une petite annonce. On me signale que le temps de la conférence tourne un peu, c'est pour ça que je... alors je crois que j'ai dit à peu près voilà. Par rapport alors peut-être madame peut-elle réserver sa question à la fin, et donc on finit, voilà. Après on passe aux questions. Donc en fait j'ai à peu près fini parce que bon, les questions suivantes concernaient la France, la Hollande, tu en as un petit peu. Non, la France a refusé l'asile politique aux Juifs. La France a dit il n'y aura pas d'asile pour ces gens-là. Ils ont refusé. C'est-à-dire que j'ai réussi, parce que j'ai continué de me battre pour trouver des solutions. J'ai écrit à Madame Simone Veil, elle a réagi dans le quart d'heure. La femme politique, pas la philosophe. Pas la philosophe. Elle m'a dit qu'est-ce que je peux faire pour vous. Parce que j'ai envoyé une lettre déchirante en disant j'ai là des juifs sur les bras. Ouais, tu en parles bien. Ouais. Ah, moi je respecte madame, ça c'est...
Je veux dire, ça a été là. J'en ai vu des politiques. Hein. Personne n'a rien fait. Et elle m'a fait savoir par son secrétariat qu'est-ce que je peux faire. Je lui ai dit, s'ils avaient sur eux des papiers, à l'entête du ministère, au premier contrôle, et elle a fait ça dans l'heure. Et après, on a trouvé des solutions. Mais ça, c'était la solution d'urgence, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas... On leur avait refusé l'asile, il ne fallait pas Qui retombe. qu'ils soient... Voilà. Donc... comment ça s'est passé pour la suite? La France a refusé l'asile à des juifs. Il y avait des pressions. C'était non, les juifs, c'est... Israël est une démocratie, donc ils doivent retourner là-bas. Donc on a fini par trouver des solutions d'autorisation de séjour prolongée, et qui se sont prolongées, mais ils n'ont pas eu l'asile. Par contre, quelques années plus tard, j'ai appris par un ami qui travaillait à la commission de... Comment appelle-t-on ça? À la commission des recours du droit d'asile, qu'une famille avait réussi à obtenir l'asile et que mon livre de l'époque avait été apporté au tribunal comme personne ne l'avait lu, il avait été vendu à 250 exemplaires tout compris, et il y avait un exemplaire qui était tombé dans une bonne main. C'est la première version, hein, celle de l'Harmattan, je crois. Oui, c'est l'Harmattan. Ça se vend encore un peu sur Internet, je crois. Il en reste quelques-uns. C'est une honte, la façon dont l'édition l'a traité, c'est vraiment une honte. Donc voilà, la France a refusé et refusera de donner l'asile à des juifs. Les juifs, ils ont qu'à aller en Israël. Quoi. Très bien, Marion. Enfin, à des juifs venant d'Israël. Très bien, Marion. Nos organisateurs donc, me font signe que... Alors, si tu veux soit conclure, soit qu'on fasse un petit peu, qu'on se prête un peu au petit jeu qu'on avait dit au début. Non, moi, je voudrais entendre la question. Voilà. Alors, on peut... Oui, on va... Alors, qu'est-ce qu'on fait? On écoute la question de madame. On applaudit d'abord. On applaudit notre conférence. Voilà.